Nous sommes à Santa Marta avec Laurence Lorsu, un astrologue réputé français qui habite maintenant ici à Santa Marta. Laurence, vous avez commencé très tôt ta vie dans l'astrologie. Racontez-nous comment vous engagez dans ce métier. Oui, effectivement, j'ai commencé très tôt, à 17 ans, parce que j'ai traversé une adolescence assez perturbée par une mononucléose, qui est une maladie qui fatigue beaucoup et qui m'a doublé d'angine à répétition, puisque je suis taureau, c'est très classique. Et donc je me suis retrouvée dans un état assez dépressif, touchant la perte de personnalité, mais fort heureusement, ma mère faisait déjà de l'astrologie et j'avais déjà donc tous les livres à la maison, et c'est comme ça que je m'y suis attelée à l'étude de l'astrologie, qui m'a beaucoup aidée à me structurer, puisque c'est quand même une science de connaissance de soi, donc ça m'a permis de me sortir un peu de cette crise. Donc je suis bien placée pour parler des vertus thérapeutiques de l'astrologie, puisque c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Et c'est vrai qu'à l'époque, de plus, j'ai eu un chagrin d'amour qui m'a d'autant plus motivée à apprendre, à essayer de comprendre, etc. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'étudiais par ailleurs aussi ma scolarité classique pour aller jusqu'au bac, et que je culpabilisais beaucoup de m'intéresser davantage à l'astrologie qu'à mes cours. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ma scolarité classique que j'ai fait un exposé sur le surréalisme et sur l'astrologie. Déjà, donc à 17-18 ans, mais donc voilà, j'ai commencé. Et je recommande d'ailleurs de commencer assez jeune, et je connais beaucoup d'astrologues même qui ont commencé assez jeunes, parce que c'est vraiment un soutien psychologique, un chemin vers la connaissance de soi, très enrichissant, et qui apporte et qui enrichit beaucoup. Est-ce que tu fais en faire astrologue? Si je voulais en faire métier? Oui. Non, au départ, ma vocation était artistique, donc, et pour moi, un astrologue était un vieux monsieur barbu aux cheveux blancs. Donc, étant toute jeune fille, je me projetais très mal dans ce rôle-là. Et finalement, c'est mon destin. 10 ans plus tard, je vivais en couple, et mon petit ami m'a trouvé une petite annonce où l'on recrutait des astrologues, ce qui est très rare en France. On voit rarement du recrutement d'astrologues. Et j'y ai répondu, et donc là, ça a été l'occasion de rencontrer le syndicat national des astrologues francophones. Et ça m'a permis surtout de valider mes connaissances, parce qu'il y avait derrière ça un projet de Minitel, de consultation sur Minitel, que j'ai fait et qui m'a énormément enrichi dans ma pratique, parce que là c'était de la pratique quotidienne qui m'a permis de conforter et de valider mes connaissances. Et puis par la suite, donc j'ai fait des rencontres qui ont fait un peu synergie, qui m'ont ouvert les portes pour écrire des livres. J'avais déjà beaucoup de choses à dire, mais bon, c'était après 10 ans d'astrologie, hein. J'étais déjà bien formée. Mais disons que ça m'a mis, c'est le moment où mon destin m'a rejoint en quelque sorte, pour me mettre sur la voie de la profession d'astrologue. Et le projet notamment qui est né tout de suite de créer une école d'astrologie par correspondance. Mais voilà. Racontez-nous un petit avec l'école d'astrologie. Comment tu le fais? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans l'école? Oui, alors l'école existe maintenant depuis 1993. Mes premiers livres sont sortis en 90-91. Et l'école se fait par correspondance. Donc au départ c'était par correspondance, et maintenant qu'il existe Internet, ça se passe sur Internet. On s'inscrit à tout moment et on suit. Le principe, c'est tout de même de suivre les cours à son rythme, parce que il faut être très disponible, et les gens s'intéressent à l'astrologie tout en menant de front une vie professionnelle, une vie familiale. Donc il n'y a pas de contrainte de temps. Certains étudient en 3 ans, d'autres en 10 ans. L'essentiel, c'est d'intégrer réellement la formation. Et tu m'as pas posé la question de l'écriture, mais
Oui, parce que tu as écrit 4 livres. Oui. Mais avant, tu que pensais faire en première fois, un écrivain ou un astrologue? Oui, on me pose souvent la question à savoir si je suis écrivain ou astrologue. Or, pour moi, l'écriture est absolument indissociable de l'astrologie. J'ai toujours écrit, j'ai un Mercure Gémeaux et j'ai toujours touché à la poésie, pratiqué la poésie. Et je m'inscris d'ailleurs davantage dans la lignée d'un André Breton, d'un Fernanda Pessoa, mais je suis plus connue en tant qu'astrologue, mais ces poètes pratiquaient et connaissaient l'astrologie. Et pour moi, c'est une langue supplémentaire que l'on s'ajoute quand on est écrivain. Donc, par contre, j'ai des étudiants qui touchent à la poésie, qui écrivent, mais qui n'ont pas la connaissance astrologique. Et là, je suis obligée d'être assez disciplinaire parce que la pratique de l'écriture poétique et la pratique de l'astrologie sont deux choses vraiment très différentes. En astrologie, on est obligé de s'astreindre à apprendre le symbole, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à Mars, à Vénus, à Jupiter. On est obligé d'apprendre et d'intégrer cette connaissance. Par contre, le fait de pratiquer la poésie et de développer ainsi son inspiration, personnellement, m'a été très utile dans l'écriture de mes livres, où je me sers à la fois de mon inspiration et de ma connaissance astrologique. Donc pour moi, ça va de pair. Oui, et je voulais surtout mettre l'accent sur le caractère absolument thérapeutique de l'écriture, qui est donc utilisé, puisqu'en même temps, la formation occasionne une forme de thérapie, de travail sur soi, puisqu'on développe la connaissance de soi au travers de l'astrologie karmique, donc de nos profondeurs, en étudiant notre vécu en correspondance avec la connaissance astrologique. Et là, vraiment, le fait de mettre à plat, d'écrire tout simplement, en soi-même, ça a des vertus thérapeutiques. Et donc, encore une fois, c'est tout à fait indissociable l'écriture dans mon enseignement. Hein, Ok. Il y a une personne que on peut distinguer un vrai astrologue. Parce qu'en Colombie ou en Espagne, en Amérique latine, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle écrit surtout l'horoscope. Oui, alors effectivement, il y a énormément d'ignorance concernant l'astrologie. Il faut quand même savoir qu'elle était enseignée à l'université en France jusqu'en 1666, date à laquelle Colbert l'a chassée à la suite de l'affaire des poisons. Et depuis lors, donc, elle n'est plus enseignée à l'université, mais elle continue de s'enseigner. Simplement, de ce manque de reconnaissance sociale, on va dire, certains profitent et exploitent l'ignorance des gens. Mais la bonne façon, enfin moi-même j'ai écrit, je ne dis pas que qu'un horoscope c'est faux quand on est à la fois écrivain et que l'on a la connaissance des astres. C'est un exercice de style, on va dire. J'ai été directrice d'une revue d'astrologie dans laquelle j'écrivais des horoscopes. Et on peut parfaitement dire des choses à partir de la simple position du soleil, puisque ça concerne que le soleil de naissance, un horoscope. Mais bien entendu, la connaissance astrologique va beaucoup plus loin. Il faut connaître la position de Mars, de Saturne, enfin bref... Si les gens qui m'écoutent connaissent l'astrologie, ils savent très bien ça. Mais j'ai encore affaire à des gens, quand je dis que je suis astrologue, qui me tendent la main pour se faire lire les lignes de la main. Donc c'est très facile pour les charlatans d'exploiter cette ignorance. Mais enfin maintenant, là je vois par exemple, il y a des écoles au Portugal, au Brésil, on sait maintenant qu'un vrai astrologue apprend, c'est une connaissance. Il y a des écoles pour se former, pour apprendre. Et c'est pour être vraiment un bon praticien astrologique, les bases sont très faciles à acquérir. En 3 ans, on a les bases. Mais après, c'est l'expérience, la pratique. C'est très, très important de pratiquer le discours. Il y a des gens qui s'intéressent intellectuellement à l'astrologie, mais ils n'ont pas du tout le même discours qu'un praticien qui a l'occasion de valider ou d'invalider ses connaissances, de parfaire sa technique, etc., etc. Donc moi, mes livres sont vraiment le fruit d'une longue expérience, d'une pratique intensive de la consultation, où j'ai eu l'occasion de mettre à l'épreuve mes connaissances. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de lacunes
dans l'astrologie classique et je l'ai améliorée. En fait, j'ai apporté comment dire, des éléments comme la lune noire, les nœuds lunaires, qui enrichissent énormément la lecture du thème et qui offrent une lecture beaucoup plus approfondie, comme je le disais, qui va plus en profondeur dans la psyché, dans l'âme, puisque ma préoccupation principale, et ça a toujours été l'âme humaine. Et à cette fin, j'ai appris toutes les disciplines ésotériques, la géomancie, le tarot, tout, il n'y en a pas qu'une, et parce que s'il est indispensable d'avoir une bonne connaissance des symboles pour appréhender la connaissance de l'âme qui parle essentiellement par image, par symbole, et voilà. Donc, mais on aura toujours des charlatans, malheureusement, je le crains, et bon, apparemment en Colombie, il n'y a pas d'école développée, enfin je connais mal... mais bon, le grand public, de façon générale, est assez ignorant sur ce qu'est vraiment l'astrologie. Et c'est pour ça que je me réjouis de participer à une conférence internationale, parce que finalement, on est très peu dans le monde à être d'authentiques astrologues. C'est une grande famille universelle et mondiale. Et entre astrologues, a priori, on sait de quoi on parle, là où le grand public, lui, ne sait pas grand-chose. En Amérique latine, quelle région, quel pays il y a l'astrologie c'est plus développée? Alors, je ne connais pas très bien l'Amérique latine, puisque moi je suis européenne et francophone, donc je connais mieux la francophonie et la connaissance occidentale. Mais a priori, mon approche intuitive de l'Amérique du Sud, c'est surtout le Brésil qui est le plus ouvert spirituellement, qui a des traditions, une tradition ésotérique et de connaissances spirituelles. Oui, donc je disais que l'Amérique du Sud m'intéresse plus particulièrement parce qu'il y a une tradition catholique qui est la même qu'en Europe, mais il y a aussi une tradition chamanique, parce que le chamanisme, j'ai évolué de plus en plus vers une vision chamanique de l'astrologie, c'est-à-dire que c'est une connaissance traditionnelle de compilation d'ordre chamanique sur les 4 éléments. On ne connaît pas l'astrologie sans connaître les 4 éléments. Et personnellement, je suis née avec 6 doigts. Et au moment de la chute du mur de Berlin, je suis allée à Budapest et là, je me suis ouverte à la culture chamanique et j'ai appris qu'il y avait des gants chamans de 6 doigts. Et donc, ça m'a apporté une explication de mon parcours, de ma vocation d'astrologue. Et je suis allée en 1999 en Altaï, là où est le berceau. Il faut savoir que c'est vraiment le berceau, l'origine du chamanisme. Et même le chamanisme... Si on lit Mircea Eliade, le chamanisme qui existe ici en Amérique du Sud vient du sud de la Sibérie, l'Altaï, qui n'est pas loin d'ailleurs de l'Himalaya, de la Mongolie. Et là, j'ai donc été interroger un chaman sur ce qu'il pensait de ces gants à 6 doigts. Et il m'a répondu qu'ils ne sont pas nécessairement chamans, mais cela signe les gens qui sont capables de lire les livres sacrés. Et pour moi, l'astrologie est une science sacrée et je ne me suis donc pas étonnée de mon parcours d'auteur dans le domaine de l'astrologie et d'apporter des choses nouvelles dans cette connaissance. Voilà, ce sont donc les gens qui sont nés à 6 doigts. C'est parfaitement, en Occident, on va vous dire que ce sont des doigts surnuméraires, vous n'êtes pas très avancés. On me les a coupés à la naissance, mais selon la tradition chamanique, ça a du sens et ça correspond à une fonction, on va dire une fonction d'auteur et de lecteur de livres sacrés. Et j'ai beaucoup discuté avec les gens en Altaï et ils me disaient qu'il y a des gens qui ont des 6 doigts aux pieds. Et dans cette culture chamanique, on écrit, le chaman laisse un livre écrit et on va chercher le livre. Si on est élu par les esprits pour devenir chaman, on va chercher le livre qui a été caché par le chaman précédent dans la région. Voilà. Mais nous sommes en Santa Marta, qu'il y a la Sierra Nevada. Dans la Sierra avec 4 communautés indigènes.
mais les Kogis sont les indigènes plus connus, plus chamaniques. Qu'est-ce que tu penses avec ça? Tu es venu à la Colombie pour ça ou pour... Non, a priori, je ne suis pas spécialement venue pour ça, mais je suis très intéressée. J'ai lu à cette occasion le livre d'Éric Julien qui parle de la spiritualité des Kogis et pour lesquels on est dans une grande pensée. Pour eux, ils ont une vision symbolique du monde absolument similaire à la pensée astrologique, puisque j'ai écrit dans mon livre que l'univers est moral et que nous sommes donc, puisque j'enseigne l'astrologie karmique, le karma, et qu'il est donc question, on est très très proche. D'ailleurs, j'ai écrit mon dernier article, parle de cette proximité dans les deux visions du monde. Puisque pour eux, ils vous diront qu'il y a un déséquilibre universel dû à ce qu'ils appellent les petits frères qui font n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas de la sagesse. Et c'est exactement ce que dit aussi l'astrologie karmique sur le fait qu'on engendre un karma par nos actes irréfléchis, irresponsables, qui génèrent donc des troubles et des blocages ou qui nous orientent sur la mauvaise voie dans notre évolution. Donc voilà, j'ai écrit précisément parce que je trouvais que leur spiritualité, d'ailleurs Éric Julien est très versé aussi, très proche je crois de Arnaud Desjardins en France, qui est aussi un de ceux qui ont enseigné le plus la spiritualité indienne. Mais pour moi, je considère qu'on peut être astrologue karmique, il ne faut surtout pas croire que pour le coup je sois devenue bouddhiste ou indienne. On trouve ça aussi dans la tradition judéo-chrétienne. La pensée kabbalistique admet tout à fait la réincarnation. Les premiers chrétiens admettaient tout à fait la réincarnation. Ce n'est que depuis le concile de Nicée que le dogme catholique a évacué cette connaissance de la réincarnation. Mais donc ce que je souligne, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de changer de religion pour s'intéresser à l'astrologie karmique. Que veut dire karma? C'est la loi de cause à effet. Et ça sous-entend bien entendu la réincarnation, puisque d'une vie à l'autre, nous perdons la mémoire, mais nous avons fait des actes passés qui ont engendré des déséquilibres que nous devons comprendre. Je préfère parler de compréhension pour transformer que de dette, parce qu'on parle beaucoup de dette karmique. Une fois, là où il y a loi karmique, il y a aussi loi de grâce. Quand on a compris son erreur, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Mais comprendre le karma, ça permet de comprendre des difficultés de destinée qui nous paraissent injustes et qui ne sont en fait le fruit que de nos actes passés qu'on a bien entendu oubliés. Et avec l'astrologie, on ne va pas revenir précisément dans les vies passées, mais on va avoir des indices par les nœuds lunaires, par la lune noire, d'une sorte de cahier des charges de ce qui est à transformer pour éveiller notre conscience et positiver notre destinée. Que considérez-vous avoir apporté à l'astrologie contemporaine? Oh, beaucoup, parce que j'ai commencé par... je suis très exigeante. En France, on a quand même une tradition cartésienne, rationnelle, très poussée, et je trouvais quand j'ai passé 10 ans à étudier une astrologie classique, et au bout d'un moment, comme je disais, ça m'a été utile à l'adolescence pour construire ma personnalité. Mais est venu un moment où je trouvais qu'elle était très limitée, qu'elle ne parlait pas de tout, qu'en plus il y avait une tendance chez les astrologues à justifier a posteriori, ce qui est un manque de rigueur totale. Et quand j'ai découvert les nœuds lunaires, ça a fait eureka dans mon esprit. Et j'ai écrit donc 4 livres. J'appelle ça, c'est d'abord une astrologie de l'âme, comme je disais, une astrologie karmique, parce que qu'est-ce que c'est le karma? C'est la mémoire de nos actions passées qui sont des énergies qui génèrent des effets et que nous devons reprendre dans cette existence. Et j'appelle ça donc en quelque sorte l'astrologie de la Lune, puisque la Lune est ce qui nous circonscrit un peu autour sur cette Terre et qu'on peut identifier à l'âme du monde. Et donc grâce au nœud lunaire, à la Lune noire, qui est un point fictif mais qui s'avère vraiment très parlant dans la pratique,
on arrive à creuser des profondeurs et donc à développer davantage de conscience au travers de la pratique et de la démarche de connaissance de soi qui bien sûr se fait sur la longueur, et c'est pour ça que j'enseigne plus que je ne donne des consultations, parce que un thème, ça parle de votre psyché. Vous avez la photographie de votre psyché au moment de la naissance. Mais après, les planètes continuent de bouger. Et là, il y a des tendances inscrites dans le thème qui ne se sont pas manifestées à un moment donné, mais qui vont se manifester à une autre époque de notre vie, parce qu'on va avoir telle progression, tel transit planétaire et transit des nœuds lunaires, de la lune noire, qui sont très importants. Et l'intérêt est de les vivre en toute conscience, quand ça bloque, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de savoir se référer à nos vies passées, pas seulement cette existence. On peut aussi l'utiliser, cette méthode, puisqu'en fait ce que j'enseigne principalement, ce que j'ai apporté, c'est de la rigueur et de la méthode. Parce que pour dire juste à tous les coups, il faut de la méthode, ça c'est très important. Et donc j'ai mis au point, élaboré une méthode qui bien entendu inclut la réincarnation, la notion de karma, c'est-à-dire que ça nous rend à une idée de justice, parce qu'on vit parfois, on traverse parfois des épreuves auxquelles on ne comprend rien. On se dit c'est trop injuste, mais en fait avec le karma on comprend, ça prend sens, ça a du sens. Et avec les nœuds lunaires notamment, on voit un plan, puisque le nœud sud parle de l'entrée de l'âme en incarnation et le nœud nord de son objectif d'évolution. Et là on voit vraiment le parcours d'une âme, le programme de cette âme venue s'incarner pour apprendre, puisque la vie est une école, c'est ça l'enseignement aussi de l'astrologie. Et donc c'est très enrichissant pour comprendre sa destinée. Si on rencontre des épreuves, les comprendre, les transformer, et là évoluer, parce que beaucoup de karmas sont dus à des épreuves, des chocs émotionnels qu'on n'a pas transformés, qui continuent de bloquer nos énergies. On parlait tout à l'heure des chakras. On peut rester plafonné à un certain stade dans la montée progressive de cette énergie, parce que faute de compréhension, faute de transformer cette énergie. Ce qu'on peut considérer que les chakras, c'est une façon de comprendre les énergies de l'âme aussi, puisque Jung en a parlé dès les années 30, de l'énergie de la Kundalini qui va de pair avec la connaissance de soi et de notre âme et de la vie de notre âme, puisque là, à la différence de la personnalité, l'âme est la part immortelle que nous avons tous, mais qui croît d'incarnation, qui se développe d'incarnation en incarnation, et avec une montée progressive des niveaux de conscience. Et l'astrologie que j'enseigne aide à faire ce chemin d'évolution. Donc voilà. Vous êtes réputé dans l'astrologie en francophone, et votre livre sur la lune noire est traduit en portugais. Ce n'est pas un hasard? Non, effectivement, parce que l'astrologie évolue, c'est une connaissance, et comme toutes les connaissances, elle évolue. Et donc moi, les livres que j'ai écrits traitent de domaines qui auparavant n'étaient pas traités par l'astrologie traditionnelle occidentale, dont les nœuds lunaires et la lune noire, qui n'est pas très connue par exemple chez les astrologues anglo-saxons. Il se trouve que ça a été traduit en portugais parce que apparemment les esprits s'ouvrent à cette évolution. Hein, mais c'est pour ça que j'ai pour objectif de traduire mon enseignement aussi en espagnol. Laurence, que pensez-vous de prédictions en astrologie? Alors, la prédiction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait un chemin en astrologie qui m'a mené au départ. Je pense qu'apprendre l'astrologie, c'est aussi apprendre à mettre à l'épreuve cette connaissance, et que s'exercer à la prévision, à la prédiction, est un moyen d'intégrer cette connaissance. Mais bon, pour moi, toutes les sciences font de la prédiction, parce que c'est le corpus de connaissances qui permet d'anticiper de l'évolution des choses. Par exemple, un médecin peut anticiper de l'évolution d'une maladie sur la base de ses connaissances. Donc on peut anticiper, on a des éphémérides, nous les astrologues, pour voir où seront les planètes à l'avenir, ce qui peut nous permettre d'anticiper l'avenir.
Mais en réalité, à la pratique, on s'aperçoit qu'il est facile de prévoir pour le collectif en astrologie mondiale parce que c'est une entité collective, mais plus un individu développe de la conscience, moins il est le jouet de l'influence des planètes et plus il va être difficile de faire de la simple prévision. Donc plus on évolue en astrologie, en réalité, c'est le débutant qui s'exerce à la prédiction, mais plus on évolue, plus on a intégré cette connaissance et plus on est conscient que c'est le travail sur soi et la connaissance de soi qui est importante. Et je prends aussi l'exemple de la dernière guerre mondiale où on a eu beaucoup d'astrologues qui ont fait des prédictions pour Hitler en lui annonçant tous les succès, etc. Et quand le vent a tourné, on les a envoyés au four. Il me semble que le bon usage de l'astrologie aurait été de voir en quoi Hitler était un psychopathe et que lui faire des prédictions n'avait pas grand sens. Il aurait mieux valu l'aider. Je défends l'astrologie comme une sagesse, mais elle est rarement utilisée avec sagesse. Mais ça devrait être la bonne pratique astrologique, quand on a bien évolué et compris cette connaissance, ne devrait pas faire de la prédiction, mais devrait aider l'individu à évoluer vers plus de sagesse et à identifier éventuellement des tendances psychopathologiques pour les guérir. C'est pour ça que je suis jungienne. Ce qui n'est pas assez dit, c'est que Jung, quand il avait affaire à ses patients, bien souvent recourait à l'astrologie. D'abord, il connaissait l'alchimie, il connaissait l'astrologie. Et donc la naissance de la psychanalyse, parce que Jung est un des pères de la psychanalyse, s'est faite avec l'astrologie. Donc pour moi, ça n'a pas grand sens d'être psychanalyste sans être astrologue, tout simplement. Et Jung s'est aussi intéressé à d'autres disciplines de l'ésotérisme, parce que c'est un moyen d'initiation et de connaissance de soi. Et donc c'est faux parce qu'en France, il y a une sorte d'ostracisme qui voudrait ranger la psychanalyse d'un côté et l'astrologie de l'autre, ce qui est un mensonge, étant donné que Jung pratiquait l'astrologie. Voilà, ce qui n'est jamais assez dit, mais c'est très important de le dire. Et voilà pourquoi j'ai évolué. C'est une science humaine. Avant toute chose, l'astrologie est une science humaine dont l'objet est la connaissance de soi et le travail sur soi d'évolution. Ça, c'est très important. Alors, il y aura toujours des gens pour faire de la prédiction grand public, parce que les gens sont friands de ça, mais il faut bien savoir qu'ils se plantent les 3/4 du temps, parce que ce n'est qu'un exercice de style, on va dire. Ce n'est pas avoir vraiment intégré la connaissance astrologique. Mais je ne peux pas les condamner, je suis passée moi-même par toutes les étapes de cette pratique et il faut s'être exercé à la prévision, à la prédiction pour bien intégrer sa connaissance. Voilà. Mais je ne trouve pas très utile, je trouve plus utile d'aider l'humanité à évoluer en conscience que de lui prédire des guerres ou des catastrophes. Voilà, ça c'est quand on est dans l'ego, on va faire des prédictions et puis les 3/4 du temps, si vous repassez derrière, elles sont à côté de la plaque parce que c'est tout simplement pas le but de l'astrologie. On peut étudier les grandes influences, les grands cycles, ça oui, ça a du sens, mais toujours en termes de conscience, de prise de conscience. Comme j'enseigne la fatalité, c'est quoi? En général, c'est du karma dû à des choses non intégrées et non comprises. Donc plus on développe de la conscience, moins il y a de fatalité aux guerres, aux catastrophes, etc. Donc c'est plutôt ce chemin que j'ai pris qui m'oriente vers une pratique de la connaissance de soi plutôt que de la prédiction. Laurence, tu as écrit 4 livres, mais maintenant il y a un livre qui est traduit à l'espagnol. Pourquoi tu as décidé de traduire ce livre? Oui, celui-ci en particulier parce que c'est mon livre le plus grand public où il ne s'agit pas d'enseignement, n'importe qui peut le lire et il donne de plus une information très très importante puisque c'est fondé sur l'axe des nœuds lunaires qui nous permet de voir l'axe de destinée d'un individu. Donc je pense que plutôt que de connaître son signe solaire, à savoir si on est taureau, cancer, vierge, c'est beaucoup plus important pour tout le monde, et c'est une chose qui est peu connue encore, de connaître la position de l'axe des nœuds lunaires.
Alors la seule chose qu'il faut savoir, c'est sa date de naissance, mais on peut aller sur mon site pour faire calculer son thème astral et savoir où est le nœud nord. Et une fois qu'on sait où est le nœud nord, on peut, avec mon livre, découvrir pour soi, ses proches, les gens qu'on connaît, quelle est notre voie d'évolution. Puisqu'en fait, c'est ça. Comme je ne suis pas déterministe, c'est plus une voie d'évolution qui donne un conseil, puisque ça part du principe qu'en fait, plus on s'oriente vers le nœud nord, plus notre vie devient légère, facile, parce qu'on est sur les bons rails. Comme je disais l'autre fois, c'est une question d'être sur les bons rails. Beaucoup de difficultés de destinée viennent en fait du fait qu'on agit parce qu'on a été conditionné par la famille, par la société à faire telle ou telle chose. En connaissant l'axe des nœuds lunaires, on se met en accord avec son âme, avec son projet de vie, de l'incarnation. Et là, normalement, il n'y a aucune difficulté qui se présente puisqu'on est sur la bonne voie. Et donc, c'est même pour l'orientation professionnelle, par exemple, c'est très important. Dans ce livre, il y a un passage sur l'orientation professionnelle, quelle voie on doit choisir pour se réaliser, pour réussir, se réaliser, en accord avec son âme, en fait, voilà, selon ce qu'on est tous destinés à faire telle ou telle chose. Et plus on est à sa place, au bon endroit, et plus les choses se passent bien et on est porté par les énergies, par les gens, par les opportunités. Et voilà, donc c'est très très important, c'est pas encore répandu. En France, en francophonie, il existe depuis 90 ce livre, mais ici je l'ai encore jamais fait paraître en langue espagnole. Et bon, pourquoi les hispanophones seraient privés de cette information aussi importante? Voilà. Mais il y a des livres qui sont dans l'internet ou tous sont pour acheter? Comment se fait ça? Alors pour la distribution, je ne sais pas encore. Je cherche un éditeur pour l'Amérique latine, espagnol de préférence. Et si jamais ça pose problème, il y a la possibilité de le vendre par internet. Lulu.com, c'est un site où on peut, pour les gens qui sont habitués à acheter des livres sur internet. Mais je ne sais pas encore si tout le monde est bien habitué à acheter un livre sur internet. Mais on peut acheter ton livre sur internet, c'est possible? Ce sera possible, oui. Mais en espagnol, en français, c'est possible la maintenant? traduction espagnole, je vais chercher un éditeur classique, mais maintenant c'est vrai que j'ai des livres que je fais paraître par moi-même sur internet, puisqu'il y a la possibilité maintenant d'éditer, de faire de l'auto-édition, et donc pour les gens, une fois qu'on connaît mon site internet. Mais j'ai entendu que Sinastro aussi a un projet d'édition, donc je ne sais pas, on va voir comment ça se passe. Mais j'ai d'autres livres là, j'ai aussi fait des archives d'entretiens que j'ai eu avec des élèves, où là je développe plus, mais c'est plus technique et ça concerne plus des gens qui sont déjà dans l'astrologie. Alors que le livre dont je parle là, qui est en espagnol, concerne tout le monde. Aucun besoin de connaître l'astrologie pour la voir et s'en servir. Voilà. Laurence Magno, tu habites en Colombie. Quels sont tes projets ici en Colombie, en Amérique latine? Qu'est-ce que tu penses dans le futur? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, beaucoup de choses. D'abord, découvrir plus de la Colombie, qui est un pays pour lequel j'ai un vrai coup de cœur et où je me sens quasiment comme chez moi. Et l'avantage d'Internet, c'est que maintenant, je peux faire exactement ce que je fais de Paris à partir d'ici, puisque avec Internet, tout est possible. Enfin, la distance ne pose plus problème. Par contre, la langue continue de poser problème. C'est beaucoup plus facile de changer de pays que de changer de langue. Donc déjà, j'apprends l'espagnol depuis que je suis ici. Et ensuite, il est question de traduire. Là, plus je rencontre les Colombiens, plus je vois qu'il y a un véritable intérêt pour ce que je fais, pour l'astrologie en général, une véritable ouverture et un intérêt. Donc ça, c'est super. Et donc le projet est de traduire tout ce que j'ai fait, mes cours par correspondance en français, de les traduire en espagnol et d'ouvrir une école sur Internet à destination des hispanophones.
Et j'ai vu que Sinastro, en fait, il y a vraiment une belle synchronicité avec Sinastro qui est aussi un projet international. Donc ça, c'est à voir à l'avenir comment ça va pouvoir se développer. Mais bon, là pour l'instant, en tout cas, la synchronicité, c'est que moi, je vais à l'international et Sinastro aussi. Donc voilà, ça risque de donner des projets très intéressants parce que c'est vrai que pour moi, c'est au niveau international que les choses se passent. L'échange entre les astrologues de différents pays est important aussi. Faire connaître ma méthode qui est assez novatrice, mais comme je ne connais pas bien la pratique, j'en saurai plus après ce congrès de la pratique des autres astrologues. Donc voir et en quoi ça les intéresse, mes livres et ce que je fais, s'ils ont bien compris, ça ce sera à voir dans l'avenir. Mais on est plein de projets. Bon, merci pour ton interview parce que c'est très intéressant pour ouvrir à les Colombiens, à l'Amérique latine, toute l'histoire, la vie de l'astrologie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre attention et remercie surtout Sinastro de son invitation à m'exprimer sur cette nouvelle, ce nouveau congrès qui est une initiative nouvelle et tout à fait en synchronicité avec mes propres projets. Donc je suis ravie et merci encore de votre attention. Voilà. Voilà. Au revoir.